Eh bien, bonjour à tous. Je ne m'attendais pas à faire cette vidéo et regardez la date de sa sortie. Pensez-vous que je m'attendais à devoir faire et publier cette vidéo? Non, je veux dire, je n'ai même pas de titre pour la vidéo du jeudi, alors j'ai pris celui du vendredi. Et ne vous inquiétez pas, il y aura bien une vraie vidéo du vendredi, celle que j'avais réellement prévue, qui sortira demain. Néanmoins, pour une raison que j'ignore, je ne comprends pas pourquoi les cuirassés font la une de l'actualité, et ça veut dire que tout le monde, même leur chien, est soudainement devenu expert naval. Comme souvent avec les sujets d'actualité qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Maintenant, la raison pour laquelle je fais ceci, c'est parce que beaucoup de gens dans divers commentaires sur différentes vidéos vont dire non. Vous devez nous dire ce que vous pensez des idées actuelles concernant les cuirassés. Eh bien, je ne vais pas faire cela parce que la chaîne est une chaîne d'histoire, mais si vous voulez vraiment entendre quelles sont mes idées en ce qui concerne ce que l'histoire dit, à quoi pourrait ressembler un cuirassé moderne, eh bien, vous pouvez. Certains d'entre vous viendront à la conférence sur le Her Majesty's Ship Belfast, et pour ceux qui ne le pourront pas, eh bien, vous pourrez voir les enregistrements de ces différents événements lorsqu'ils seront disponibles. Je choisis de les publier l'an prochain et souhaite que cela soit noté. Bien sûr, pour ceux d'entre vous qui ont prêté attention aux publicités pour ladite conférence, je prévoyais déjà de parler de ce que devrait être un cuirassé moderne lors de cette conférence, avant que toutes ces pitreries actuelles n'apparaissent. Donc maintenant que c'est dit, revenons à l'histoire. Parce qu'une chose à laquelle j'ai été confronté à cause de toutes ces pitreries actuelles, c'est un nombre ahurissant de personnes, avec certains des avis les plus ignorants et ridicules historiquement sur ce qu'est un cuirassé, et aussi pourquoi il n'existe plus dans les marines modernes depuis, environ 80 ans, je veux dire, en faisant complètement abstraction du fait que l'Iowa revenait sans cesse. Vous savez, quelqu'un devrait faire un mème du genre « d'une façon ou d'une autre, l'Iowa est revenu ». Mais malgré tout, je vais aborder deux choses. La première, c'est « qu'est-ce qu'un cuirassé ?» Et deuxièmement, pourquoi les cuirassés sont-ils devenus obsolètes? Pourquoi considère-t-on souvent les cuirassés comme obsolètes depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment à cause du porte-avions? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un cuirassé? Eh bien, beaucoup de gens disent « clairement c'est ça, regardez, voici un très joli cuirassé » et je vous l'accorde, c'est un cuirassé plutôt attrayant. Mais ils diront « regardez, un cuirassé, c'est un grand navire avec de gros canons et beaucoup de blindage » et je réponds « oui, félicitations. Vous avez réussi à définir un cuirassé en décrivant le cuirassé dans sa forme finale. Cela ne couvre qu'une partie du temps où un navire pouvant être qualifié de cuirassé a réellement existé. C'est comme regarder un F-22 et dire la même chose. De toute évidence, un avion de guerre est quelque chose qui est recouvert de matériaux furtifs, armé de missiles et propulsé par des moteurs à réaction. Oui, c'est la définition technique d'un avion de guerre moderne, mais pas celle de la plupart ni du terme avion de guerre en général. Parce que, oui, c'est un cuirassé avec beaucoup de gros canons et un blindage lourd, mais si l'on remonte seulement de quelques décennies, voici un autre United States Ship Iowa. Et oui, elle a de gros canons pour son époque, mais il n'y en a pas énormément. Il n'y en a que 4, et certains autres navires qui étaient définis comme des cuirassés à son époque n'en avaient que 2. Et elle possède pas mal de canons plus petits, des canons intermédiaires, des petits canons, toutes sortes de canons, et au moins elle a encore pas mal de blindage. Voici le Her Majesty's Ship Canopus, contemporain du premier cuirassé United States Ship Iowa. Et oui, elle a quelques gros canons, beaucoup de canons plus petits. Regardez nos statistiques de blindage, même si ce n'est pas une énorme quantité de blindage, c'est quand même assez conséquent. Cependant, certains croiseurs de son époque sont techniquement mieux protégés qu'elle en termes d'épaisseur absolue. Reculons d'une dizaine d'années et nous arrivons au Her Majesty's Ship Benbow, l'un des cuirassés de la classe Admiral, et oui, ce n'est pas un grand nombre de gros canons, il faut l'admettre, c'est un gros canon, et il y en a un autre à l'arrière. Mais nous sommes maintenant passés de 9 gros canons à 4 gros canons, puis à 2 gros canons. Nous avons encore beaucoup de blindage, mais si l'on remonte de quelques décennies, on arrive au Her Majesty's Ship Warrior, premier cuirassé de la Royal Navy,
Et oui, il n'y a plus de gros canons ici maintenant. Certes, ces canons ne sont pas petits, mais il y en a énormément et ils ne sont pas plus gros que ceux que l'on pouvait trouver sur beaucoup d'autres navires. Vous voyez jusqu'à présent des canons de 16, 12, 135 pouces. Certes, à part quelques croiseurs très particuliers, on ne les trouve que sur les navires capitaux. Cependant, Warrior est équipé de canons de 68 livres et de 110 livres, et vous pouvez trouver des canons de 68 livres et de 110 livres sur presque tous les navires de la Royal Navy à cette époque, jusqu'aux canonnières. Certes, elle possède plus de ces canons que la plupart des autres navires, mais ils ne sont pas plus gros que ceux des autres. Comme les canons des anciens navires capitaux, mais quelques années avant le Warrior, on trouvait déjà des navires similaires. Celui-ci, c'est le Her Majesty's Ship Duke de Wellington, mais vous pouvez remplacer par un vaisseau de ligne de votre choix. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? Eh bien, encore une fois, comme le Warrior, nous n'avons pas de canons particulièrement plus gros que ceux que l'on trouve sur presque n'importe quel autre navire de guerre, juste un très grand nombre de canons. Et en effet, si l'on remonte encore plus loin de quelques décennies jusqu'à l'époque de la bataille de Trafalgar, ici il y a Busenta, Redu, Tableau Victoire et Santos Matrinidad. Des vaisseaux de premier rang dans 2 cas, de troisième rang dans les 2 autres. Oui, il y a des canons de 32-36, mais aussi de 24-18 et 12 livres. Certaines frégates ont des ponts de batterie avec des canons plus lourds que d'autres, par exemple un pont supérieur équipé de canons de 12 livres. Le pont principal d'artillerie de l'United States Ship Constitution possède des canons de 24 livres. Donc, même si le duc de Wellington transportait certains des plus gros canons, tout comme beaucoup d'autres navires, même de très petite taille, ici, nous avons ce qui sont incontestablement des cuirassés. Désormais, ils n'emportent pas de canons plus gros que ceux de navires de guerre plus petits et transportent même souvent des canons plus petits que ceux de nombreux navires plus petits. La principale différence ici, c'est simplement qu'il y en a énormément. Et avant que quelqu'un ne commence à s'agiter en disant « Non, 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 ce sont des vaisseaux de ligne », regardez l'étymologie. D'où vient le terme cuirassé? Il vient à l'origine de la forme très longue, navire adapté à tenir la ligne de bataille. Cela désigne une catégorie de navires dotés d'assez de puissance de feu et de solidité pour combattre dans la flotte principale lors d'une grande bataille navale. Le terme a été abrégé de plusieurs façons différentes, mais toutes signifient à peu près la même chose. Vous avez le vaisseau de ligne, le navire, la ligne de bataille. Oh, voyez, sans de ligne, cela donne cuirassé. À l'époque victorienne, on les appelait parfois leaners pour vaisseau de ligne. En enlevant vaisseau de, il reste ligne, puis leaner au pluriel. Heureusement, cette tendance a disparu avec l'apparition des paquebots transatlantiques. Les gens se sont rendus compte que cela pouvait prêter à confusion. Eh bien, voici le Mary Rose. C'est aussi un cuirassé, et depuis le duc de Wellington, ils sont tous en bois sans beaucoup de blindage. Oui, un vaisseau ou cuirassé de ligne, quel que soit le terme choisi, aura tendance à avoir une coque plus épaisse et plus lourde qu'une frégate, ce qui offre un certain degré de protection contre les tirs légers et les tirs à longue portée. Mais à des distances typiques d'engagement, cela ne vous offrira pas vraiment beaucoup de protection. Contre des tirs de canon à bout portant de presque n'importe quel calibre qu'un navire pays va utiliser contre vous, donc clairement un cuirassé n'est pas défini par une énorme quantité de blindage. En réalité, seules 2 choses relient Mary Rose aux galions espagnols, au Yamato, à l'Iowa et au Vanguard. Et c'est tout. Cuirassé, ligne de cuirassé, vaisseau de ligne. Comme je l'ai dit, peu importe la terminologie que vous voulez utiliser, en gros, les plus grands et les plus puissants navires de votre flotte ont beaucoup de tout ce qu'il faut. La meilleure puissance de feu de l'époque, et ils ont la meilleure protection disponible pour cette période. Le fait que, dans la première moitié du XXe siècle, cela signifiait d'énormes canons d'artillerie et des plaques d'acier comme blindage, ne fige pas et ne cristallise pas la définition d'un cuirassé à ce niveau-là. Certains diront « Oui, mais les derniers cuirassés avaient ça. » Oui, mais regardez ce qu'on vient de dire. Selon cette définition, vous n'auriez pas pu appeler les cuirassés des navires blindés,
car la définition précédente aurait été un navire en bois tirant des canons à âme lisse. Vous n'auriez pas pu appeler le Her Majesty's Ship Devastation un cuirassé, car à l'époque cela désignait un navire blindé avec de nombreux canons, ce que Devastation n'avait pas. Et puis, quand vous avancez à la période des Dreadnoughts, on dirait que le Dreadnought ne serait pas considéré comme un cuirassé. Les cuirassés précédents avaient quelques gros canons et de nombreux canons secondaires plus petits. Vous ne pouvez pas simplement dire « c'est comme ça qu'on appelait le dernier cuirassé » et être précis sur l'usage de la dernière génération, car la terminologie reste assez fluide. Donc, pour résumer, cuirassé, au sens le plus strict du terme, signifie simplement un grand navire de guerre, avec la meilleure puissance de feu actuelle et la meilleure protection actuelle. Si un navire remplit ces critères, alors on peut dire qu'il s'agit d'un cuirassé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est certainement pas un cuirassé. Mais il n'est pas obligé d'avoir d'énormes canons d'artillerie et de grandes plaques de blindage si cela ne représente pas ce qui se fait de mieux en matière de puissance de feu et de protection. Voyons ce qui a rendu les cuirassés obsolètes. Pourquoi ont-ils été abandonnés après la Seconde Guerre mondiale? Et pour les nations qui les ont conservés, pourquoi ne les ont-elles généralement pas utilisés dans le rôle de combat de première ligne qu'ils occupaient auparavant? Eh bien, beaucoup de gens diront que c'est soit le porte-avions, soit l'avion ou une combinaison des deux. Et on peut certainement dire cela. Le porte-avions a alors supplanté le cuirassé en tant que grande unité lourde de première ligne dans diverses marines du monde pour la projection de puissance outre-mer pendant la seconde moitié du XXe siècle et, évidemment, jusqu'au XXIe siècle. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Était-ce peut-être parce que les cuirassés étaient trop longs? Non, les cuirassés les plus rapides étaient tout aussi rapides que les porte-avions les plus rapides. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les cuirassés les plus lents restaient des navires de première ligne. Et bien sûr, tous les cuirassés modernes étaient en réalité nettement plus rapides qu'un bon nombre de porte-avions, surtout les porte-avions d'escorte, mais aussi certains autres porte-avions qui étaient considérés au moins comme des porte-avions légers de flotte. Donc, les cuirassés ne manquaient certainement pas de vitesse. Était-ce peut-être du côté de la protection? En réalité, non. En fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les cuirassés étaient bien plus résistants et bien mieux protégés contre les attaques que n'importe quel porte-avions. Ensuite, en mer, la grande majorité des porte-avions avaient peu ou pas de défense contre les torpilles. Eh bien, un certain nombre de porte-avions reposent au fond de l'océan précisément à cause de cela. La plupart des porte-avions possédaient très peu de blindage, et même ceux qui en avaient un certain degré ne bénéficiaient que de cette protection. Contre les tirs de canon de croiseur et ou la bombe moyenne, ils n'allaient certainement pas résister à des tirs d'obus lourds de calibre cuirassé, et ils n'allaient certainement pas non plus pouvoir résister à une bombe vraiment puissante. Et dans de nombreux cas, ils pouvaient être gravement endommagés ou coulés même par des bombes relativement petites. Des choses que les cuirassés avaient tendance à encaisser comme si cela ne les dérangeait presque pas. Je veux dire, si vous voulez être cruel, un kamikaze s'écrase sur un porte-avions de classe Essex. Cela fait 600 à 700 morts et le navire retourne à Pearl Harbor pour 6 mois, voire peut-être jusqu'aux États-Unis continentaux. Un kamikaze s'écrase sur un cuirassé américain dans la même formation et on dit « Oh, je marche le long de l'United States Ship Missouri. Il y a une petite bosse sur le bord. » Et les cuirassés étaient équipés d'armements anti-aériens bien plus lourds que ceux des porte-avions. L'une des meilleures stratégies lors de la bataille de la mer des Philippines, ou grande chasse aux dindes des Mariannes, était celle-ci. Mettons les cuirassés en première ligne car ainsi les Japonais les attaqueront et il y a très peu de chance. Ils pourront réellement leur faire beaucoup de mal car ils seront pour la plupart décimés par la défense contre avions et les rares qui passeront ne pourront pas causer tant de dégâts que ça parce que les cuirassés sont incroyablement bien protégés. Alors que si cette même vague d'attaques japonaises atteint les porte-avions, cela pourrait être bien pire. Avant que les gens ne commentent, oui, lors de la bataille de la mer des Philippines, les Hellcats ont aussi été très efficaces contre les avions japonais.
Mais vous remarquerez, à la fois dans les rapports de dégâts et dans les photos et vidéos prises lors de la bataille, que même s'il y avait un nombre incroyable de Hellcats impliqués, ils n'ont pas pu empêcher les avions japonais d'atteindre les cuirassés ou même certains porte-avions américains. C'est pourquoi il y a tant de photos des immenses nuages plats créés par la ligne de cuirassés. Ensuite, les porte-avions et leurs escortes ont dû en faire autant pour intercepter les retardataires. Alors, est-ce peut-être la puissance de feu? Parce que, la vitesse, la protection, la puissance de feu, ce sont généralement les éléments qui constituent un navire de guerre à un niveau fondamental. Techniquement, non. Un cuirassé l'emporte toujours en duel d'artillerie face à un porte-avions. Demandez à Glorious ou au porte-avions d'escorte de la bataille de Samar. Que se passe-t-il quand un porte-avions est à portée de tir d'un cuirassé? Alors pourquoi tout le monde a-t-il cessé d'utiliser des cuirassés pour passer au porte-avions? Cela se résume essentiellement à une chose simple. Un sous-ensemble de la puissance de feu, c'est la portée. Vous voyez, dans les années 1940, un cuirassé pouvait détruire à peu près tout ce qui existait, à condition que cette chose ait la gentillesse d'exister brièvement dans un rayon de 32 km autour du cuirassé. À peu près, plus ou moins. Et cela signifiait que le cuirassé devait généralement aller chercher la chose qu'il voulait détruire, et très souvent, la chose qu'il voulait détruire s'enfuyait, ce qui pouvait poser problème. Cependant, un porte-avions pouvait utiliser ses munitions, qu'il s'agisse de torpilles, de bombes, de roquettes ou d'un mélange des trois. Il pouvait frapper des cibles à 3, 4 ou 500 miles avec une portée bien supérieure. Et aussi, plus personne ne peut distancer un avion avec un navire maintenant. Certes, il fallait donc trouver la cible que vous vouliez attaquer, mais c'était un problème pour à peu près tout le monde. Donc, le grand avantage qu'un porte-avions avait sur un cuirassé, c'est qu'il pouvait frapper beaucoup, beaucoup plus loin. Si vous opposiez un porte-avions à un cuirassé, le porte-avions pouvait toucher le cuirassé alors que le cuirassé ne pouvait pas riposter, et le porte-avions pouvait continuer à frapper le cuirassé encore et encore. Alors que le cuirassé tentait de s'approcher, ses niveaux de protection supérieurs n'avaient pas forcément autant d'importance. Même sans réussir du premier coup, vous auriez encore 2 ou 3 essais avant que cela ne pose problème. Cela impliquait aussi que vous pouvez toucher des cibles à l'intérieur des terres bien plus loin que le soutien d'artillerie d'un cuirassé ne le permet, et c'est essentiellement ce point clé qui a permis au porte-avions de supplanter le cuirassé. C'est simplement le fait qu'il pouvait atteindre des cibles beaucoup plus éloignées, et dans de nombreux cas, il pouvait frapper des cibles au-delà de la portée à laquelle ces cibles pouvaient riposter. Et si elles essayaient de riposter de la même manière, c'est-à-dire avec des avions, ils pouvaient bien sûr se défendre à longue distance. En utilisant ces chasseurs pour essayer d'empêcher que des munitions n'atteignent le porte-avions, ou du moins en réduisant considérablement le nombre de munitions arrivant sur le porte-avions. Avec un cuirassé face à un adversaire équivalent 9 fois sur 10. Même avec une victoire presque parfaite, l'autre camp vous enverra quand même quelques obus. Donc non. Il n'y avait aucune propriété intrinsèque au fait d'être un porte-avions qui, instantanément, pour toujours, rendait un cuirassé obsolète, en dehors de tout le reste. Certainement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore de nombreuses conditions dans lesquelles un porte-avions ne pouvait pas opérer alors qu'un cuirassé le pouvait. Par exemple, le mauvais temps, le brouillard et la nuit posaient problème, bien que des avions adaptés à la nuit apparurent vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait donc des circonstances où un cuirassé pouvait techniquement rééquilibrer les choses de manière significative afin d'essayer de s'approcher d'un porte-avions ou d'un groupe de porte-avions. Mais ces circonstances étaient limitées et devenaient de plus en plus rares avec les avancées technologiques. À ce moment-là, la question pour les cuirassés devient: avez-vous un moyen d'égaler ou de dépasser la portée de frappe des porte-avions ou de surpasser massivement le porte-avions en matière de défense aérienne? Dans ce cas, les cuirassés redeviendraient pertinents. Étonnamment, en examinant les plans des cuirassés américains d'après-guerre, comme expliqué dans mes précédentes vidéos, que constatez-vous? Des cuirassés antiaériens et des programmes de cuirassés visant à développer des munitions guidées à portée étendue. S'attaquant précisément à ces deux problèmes, et pour conclure, j'ai pensé aborder rapidement probablement les deux exemples les plus courants qui pourraient être évoqués. Je ne dis pas que les porte-avions condamnent les cuirassés, par exemple le naufrage du Her Majesty's Ship Prince of Wales. Non, ce n'est pas un exemple de l'obsolescence du cuirassé dû aux avions, car aucun porte-avions n'était impliqué.
C'est, encore une fois, si vous vous référez à la vidéo que j'ai faite sur le sujet, en réalité un exemple de la façon dont un mauvais renseignement peut tout changer. Dans ce cas, il s'agissait d'un cuirassé et d'un croiseur de bataille. Si on vous dit que l'ennemi ne peut pas vous atteindre et que vous n'avez aucun soutien de chasseurs extérieurs, gardez simplement en tête que c'est ce qu'on vous affirme. Même si le Prince of Wales et le Repulse avaient été des porte-avions, ils n'auraient pas eu de patrouille aérienne car on pensait être hors d'atteinte jusqu'à l'arrivée d'avions. Eh bien, l'attaque vous aurait frappé avant que vous ne puissiez faire décoller un nombre significatif d'avions. C'est un échec du renseignement sans lien avec le fait d'être un cuirassé. Ensuite vient le débat cuirassé contre porte-avions. Yamato maintenant, oui, cette fois, Yamato a été définitivement coulé par des avions, des porte-avions, enfin, les avions venant de ceux-ci, plus précisément. C'est aussi le cas de son sister ship, Musashi, plus tôt dans la guerre, comme je l'ai déjà dit sur la chaîne. Si vous additionnez le tonnage des porte-avions ayant attaqué Yamato, rien que pour les deux groupes ayant fourni la majorité des avions, on parle de plus de 200 000 tonnes de porte-avions. Face aux quelques 70 000 tonnes du Yamato, 200 000 tonnes de pratiquement n'importe quel type de navire de guerre auraient coulé le Yamato. Aussi convaincant, je veux dire, c'est le même tonnage. C'est l'équivalent des 4 Iowa ou des 6 autres cuirassés rapides américains ou de toute la série des King George V plus le Warspite ou Scent Destroyer de classe Fletcher. Et si tu vas me dire que tu sais 6 cuirassés rapides ou 4 Iowa ou Scent Fletcher, n'aurait pas non plus réglé le sort du Yamato aussi vite et efficacement, peut-être même plus que 200 000 tonnes de porte-avions et leurs avions. D'accord, si tu veux croire ça maintenant, si 70 000 tonnes, c'est ça. 2 porte-avions Essex auraient pu stopper le Yamato avant qu'il ne devienne une menace. C'est un exercice de réflexion assez intéressant à faire, mais malgré tout, évidemment, le Yamato a été coulé. Et la principale chose que cela a démontré, en dehors du fait que, eh bien, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine avait tous les porte-avions, c'était encore une fois toute cette histoire de « nous pouvons vous toucher de loin et vous ne pouvez qu'encaisser les dégâts ». Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que remplacer les cuirassés par des porte-avions était une erreur de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'au XXIe. Comme expliqué, il y a de bonnes raisons à cela, mais elles ne sont pas absolues ou universelles. Ce n'est pas la fin du monde. Des raisons que vous voyez beaucoup de gens évoquer en ligne. Pratiquement chaque type de navire de guerre existant a, à un moment donné, connu son heure de gloire et a, à un moment donné, été éclipsé par quelque chose de nouveau. Et puis ce navire de guerre a, à son tour, été éclipsé par quelque chose de plus récent. Parfois, c'est un retour à une forme ou un concept ancien, simplement modernisé. Qui sait à quoi ressembleront les choses à l'avenir? Je suis certain que des sous-mariniers en colère ont protesté, lançant des objets et criant que le sous-marin est le navire capital moderne, mais c'est un autre débat. Je veux dire, c'est certain, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ont clairement l'avantage en matière de puissance de feu, donc voilà, espérons-le. Cela résume un peu plus précisément ce qu'est réellement un cuirassé, ce qu'il n'est pas, et pourquoi les cuirassés ont un peu disparu et ont été remplacés par les porte-avions. Avec cela en tête, ces 25 minutes vous ont distrait ou vous pouvez retourner vous crier dessus sur Twitter, Blue Sky, Facebook ou ailleurs. Ces discussions sont en cours, mais au moins ces cris seront désormais historiquement exacts. J'ai plusieurs sachets de pop-corn de différentes saveurs et toute cette histoire m'amuse beaucoup. Je suis aussi subtilement étonné de voir combien de personnes peuvent être expertes dans des domaines comme la guerre des chars. Puis, ils se proclament experts en avions de chasse de 6e génération, puis en centrales nucléaires. Ensuite, ils apprennent vite toutes les subtilités du système juridique d'un pays étranger. Et maintenant, cette foule de personnes très talentueuses, avec un quotient intellectuel de 250, sont soudain toutes expertes en conception de navires de guerre. Je me demande en quoi ils seront experts après? Pendant ce temps, je vais m'installer ici dans mon coin d'histoire navale et terminer les derniers détails sur ce qui a exactement poussé les Allemands à concevoir et construire le Seiner Majestat Schiffblücher. Au revoir pour l'instant.